Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées, mais aussi de la publique dans les Bah c'est pas gagné. Eh bien le bonjour, bonsoir, c'est Alexem et bienvenue dans ce vlog de toute qualité où il va être question de la traite des vaches. Parce que oui, je pense que c'est un sujet d'actualité qui... Non, c'est pas ça, c'est quoi ce délire, attends. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah ouais, ça, oui, bon, voilà, oui, effectivement c'est mieux. Donc voilà, on va parler de cinéma. En 2019, le cinéma a connu une de ses meilleures années en termes de fréquentation. Déjà rien qu'en France, on cumulait plus de 213 millions d'entrées. Et au niveau mondial, tout ce cumul s'élève à, attention accrochez-vous à vos slips, plus de 42,5 milliards. Dites-vous qu'en chiffres réels, ça représente ça. C'est trop indécent pour être montré plus longtemps. Faut dire qu'entre les Disney et les Marvel, ça a pas mal aidé pour booster les entrées. Mais il faut dire aussi qu'il y a quand même eu quelques gadins au niveau box-office mondial parmi les blockbusters. Mais il y a aussi eu des propositions nouvelles qui ont su tirer leur épingle du jeu et ainsi se frayer un chemin au niveau du box-office à la surprise générale. Et ça, c'est tant mieux. 2019 a donc été la confirmation que s'il y avait des propositions nouvelles au cinéma, des bonnes propositions et qu'il y avait suffisamment de bons bouche à oreille pour pouvoir faire la promotion, et bah ça démontrait que le public était prêt à se déplacer massivement en salle pour découvrir ces propositions. Et oui, ça c'est important pour la suite. Et donc 2020, même si cela ne s'annonçait pas forcément grandiose, bah il y avait comme de quoi faire. Entre un 1917 excellent, un Sonic le film tout mignon tout plein, et ensuite quelques d'autres films familiaux, et ensuite des films de société nécessaires. Mais il y avait de quoi faire en attendant les grosses sorties comme Fast and Furious 9, Black Widow, Les Mignons, prochain James Bond, Mourir peut attendre, mais surtout Kaamelott, la putain de sa mère. Mais comme jamais rien ne se passe comme prévu, en mars 2020... le verdict tombe. Un virus, le Covid-19, venu de Wuhan en Chine, devient mondial et les pays doivent se confiner, obligeant les studios à décaler plusieurs semaines ou plusieurs mois leurs films et obligeant surtout les lieux publics à fermer, dont les musées, bibliothèques, bars, restaurants, théâtres et surtout les cinémas. Pendant 100 jours, les cinémas resteront fermés entre le 14 mars et le 22 juin 2020. Le 22 juin 2020, les cinémas rouvrent la peur au ventre, avec juste quelques ressorties et de nouveaux films qui arrivent timidement en salle chaque semaine. Les gens ont peur et ont perdu l'habitude de se retrouver au cinéma. Les chiffres ne sont pas mirobolants et dépassent rarement le million d'entrées cumulées par semaine. Mais au fur et à mesure, grâce aux mesures prises comme les publicités de 30 secondes sur les chaînes de télévision annonçant la sortie des films, et à tous ces films qui ont donné envie, et bien que Tenet soit la raison du succès de l'opération, des films comme, et je déconne pas, Les Blagues de Toto ont su redonner goût au cinéma aux gens. Et vers septembre, des comédies comme Antoinette dans les Cévennes ont confirmé cette tendance. Et quand vers octobre, même la décision du couvre-feu à 21h, les gens se ramenaient dans les salles. Ils allaient voir 30 jours max et Adieu les cons. Et les semaines étaient euphoriques, bien meilleures que même les premières semaines de 2020. Et ce, malgré la contrainte du siège sur 2 et du port du masque obligatoire. Mais le 29 octobre 2020, deuxième confinement. Et merde. Et depuis, les cinémas, comme les bars, théâtres et restaurants, n'ont toujours pas ouvert à l'heure de la publication de cette vidéo. Et oui, malheureusement, depuis plus de 100 jours se sont écoulés et, comme le rappelle si bien Pierre Ninet, nous n'avons plus le droit d'accéder à la culture. Et ça depuis bien trop longtemps. Ce à quoi Rosy Mlachaud a répondu à l'acteur, qui n'est toujours pas prêt d'annoncer de date de réouverture, lui a répondu en lui disant ceci. J'entends les artistes, j'entends leur frustration. Il y a peut-être un chiffre qui manque dans l'interpellation que me fait Pierre Ninet, c'est 80 000 morts par le coronavirus, des centaines de milliers de personnes avec des séquelles extrêmement dures. Alors, comme ça t'aimes les chiffres, hein? Ok. Le dispositif APSA, qui met en relation les patrons et patronnes d'entreprise avec des psychologues, est passé de 10 à 40 appels par jour. Ils se sentent inutiles et souffrent de redressement judiciaire. Sur les 20% de Français qui ont envisagé de se suicider, 27% étaient des dirigeants, 25% étaient des artisans commerçants et 25% étaient des chômeurs. Autre chiffre indicatif, sur ceux qui sont passés à l'acte, 42% étaient des artisans commerçants, le taux le plus élevé de toute l'enquête.
Et je ne parle pas des articles relatant les suicides de commerçants et de commerçantes qui s'empilent malheureusement chaque semaine dans nos fils d'actualité. Et il y a aussi les étudiants qui se sentent délaissés à cause des cours à distance. Et ce n'est pas le pauvre cours en présentiel chaque semaine qui va changer quoi que ce soit à ça. Et puis aussi la précarité étudiante qui fait que ces étudiants s'envisagent de plus en plus à se suicider. Parce que vivre dans un 15 mètres carrés avec le petit train-train quotidien sans jamais se retrouver, ça a de quoi miner un peu le moral. Et quand on a Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui répond à tous ces problèmes existentiels par ça... Nous, on sort plus. Et je leur disais, mais là, on n'est plus confinés. Donc, bon, même si vous avez beaucoup de cours, et pourquoi vous sortez pas avec les gens que vous connaissez, ne serait-ce que pour aller marcher 1 heure dans la rue, mais pas être tout seul. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, vous étiez beaucoup plus dur avec vous en termes de confinement. Et quant à le site de soutien des étudiants qui répond à la question par « Qu'est-ce que je dois faire si j'arrive pas à dormir la nuit ?» par « T'as qu'à sortir pour profiter de l'air pur, en plein couvre-feu à 18 h » Donc je rétorquerai à Madame Bachot que c'est bien beau de nous rappeler les chiffres de mort officiels du coronavirus, mais ça serait bien aussi de prendre en compte ceux qui en meurent sans être malades. Enfin bref. Donc après toute cette digression nécessaire, j'aimerais parler avant tout d'une chose, notre rapport à la consommation de la culture à l'ère actuelle. Alors déjà j'aime pas le mot consommer pour diverses raisons, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ça le sujet. Donc le premier confinement a pas mal bousculé nos habitudes. Au début c'était relax, on prenait ça avec le sourire, on pouvait prendre son temps, puis au fur et à mesure des semaines, on s'est senti comme Rayton dans Trainspotting qui a besoin de sa dose pour éviter de péter un câble. Mais avec tous les lieux fermés, le public comme les studios se sont demandé « Tiens, mais comment qu'on fait pour voir des films ?» Les plateformes comme Amazon et Netflix ont largement été gagnants. Mais c'est facile, tu payes 7 balles par mois et t'as accès depuis chez toi à une multitude de programmes. Pas cher, efficace et avec la possibilité de créer plusieurs comptes qu'avec un abonnement. Donc autant dire qu'on est sur un bon rapport qualité-prix. Même le marketeur le plus véreux n'aurait jamais pensé à un plan aussi diabolique pour gagner de l'argent si facilement. Reste que y a un hic. Les gros studios comme Sony, MGM, Warner ou Disney ont besoin du public pour se faire des bénéfices sur la sortie de leur film. Et avec un contexte aussi incertain, et même avec leur projet de décaler la sortie, un film qui ne sort pas, ça coûte de l'argent à un studio, puisqu'il faut le stocker et donc du coup ça demande beaucoup de ressources. C'est pour ça par exemple qu'il y a eu des films qui sont sortis directement sur les plateformes de streaming après accord. Par exemple le Pinocchio de Matteo Garrone, qui devait sortir en France en 2020, s'est vu sortir sur Amazon Prime après un accord avec la société de distribution français, Le Pacte. C'est un choix discutable mais dont le geste a été plus bénéfique que destructeur sur le moment parce que la société Le Pacte avait mis de l'argent dans le marketing du film pour pouvoir le distribuer en France et avait donc fait toutes les affiches et la promotion du film. Seulement vu que le film ne sortait pas, donc il n'y avait pas de retour sur investissement, donc ils perdaient de l'argent. Et donc ce deal avec Amazon Prime leur a permis de au moins rentabiliser, de rentrer dans leurs frais du marketing. Et il est arrivé que d'autres films emboîtent le pas afin d'agrandir le catalogue numérique de la plateforme et aussi attirer les spectateurs curieux ou intrigués. Et certainement aussi, je pense, pour éviter que certains films ne se plantent au box-office. Et face à ça, Disney a eu la merveilleuse idée de faire pareil avec sa plateforme Disney+, qui est apparue le 7 avril 2020 en France. Et c'est donc pour ça qu'il a donc proposé d'abord Artemis Fowl de Kenneth Branagh, qui devait donc sortir en salle, qui est une adaptation des livres éponymes d'Ewan Kofler. Sauf que, je les soupçonne de s'être rendu compte de la qualité de leur film, parce que même l'auteur des livres, Ewan Kofler, s'en fichait qu'il ne sorte pas en salle et qu'il était juste désespéré que le film ne sorte jamais. Ça fait réfléchir, je trouve. Néanmoins, cette décision reste assez stable d'un point de vue moral étant donné le contexte du moment, et puis surtout aussi que le film était disponible avec le reste de la plateforme. Tu payais l'abonnement, tu avais donc accès au film et au reste. Ça allait un peu loin quand il s'agit du moment crucial, quand les cinémas étaient rouverts depuis quelques semaines, et qu'ils avaient donc besoin d'attirer le public en masse pour pouvoir en plus réenflouer leur caisse de l'argent qu'ils avaient tous perdu. Et donc quand t'as Disney qui décide de ne pas sortir le remake live de Mulan, et ensuite de le sortir dans peu de pays, dont la Chine, parce que avec clin d'œil, parce qu'il faut bien relire le pays qui ça va attirer le plus de monde. Du coup, quand tu décides de sortir ça sur la plateforme Disney+, juste en Amérique en plus, dans quelques pays, pour la modique somme, parce que oui, il fallait payer 30 $, putain de merde, il fallait payer 30 $ pour avoir accès à ce film. Quand du coup tu dis à madame ou monsieur l'exploitant de cinéma que le film familial de l'année, le film familial qui aurait pu t'aider à t'aider financièrement, quand tu dis que tu peux te le foutre au cul,
Faut pas s'étonner des réactions qu'il y a derrière. Ouais, mais Disney, ils font ce qu'ils veulent, ils doivent rien au cinéma. Ouais, si tu veux, mais en même temps, quand en 2019, les plus gros succès étaient grâce à tes films, donc bah là c'était normal, tu t'en es mis plein les poches, donc vas-y, on t'a vu, c'est pas grave. Et puis surtout, quand ce sont tes sociétés qui te rapportent directement de la thune, je rappelle juste que t'as juste produit le plus gros succès de tous les temps, hein. Bah, en même temps, la mettre à l'envers à toutes ces personnes qui t'ont permis d'accéder à ton trône, j'ai pas ça de rien devoir, non? Hypocrite. Et je vais même pas parler du cas Soul de Pete Docter, basadé sur Disney+, comme un programme lambda. Parce que c'est certainement un très bon Pixar digne des salles de cinéma, et puis surtout grâce à son ambiance jazz et son atmosphère féerique. Non, je vais pas m'énerver parce que j'ai déjà exposé des meubles façon Vegeta, et que j'ai besoin de faire baisser ma tension artérielle. Non, parlons plutôt du cas Warner. Il faut reconnaître la sacrée paire qu'a eu Warner de sortir Tenet de Christopher Nolan dans un contexte aussi instable. Et malheureusement, les chiffres du box-office un peu mitigés n'ont certainement pas dû aider. En partie dû à un budget élevé de 200 millions de dollars pour un total de 357 millions. Donc en prenant en compte les budgets marketing et les multiples taxes autour, bah il aurait dû faire un score à la Dunkerque pour vraiment être rentable et fonctionner. C'est certainement au vu de ces chiffres que Warner a décidé d'opter pour la même stratégie que Disney+. Un détail près, c'est que les films sortiront au cinéma et sur la plateforme HBO Max pendant un seul mois. Il n'y a pas de coût supplémentaire, il faut juste payer l'abonnement du service. Mais la sortie de Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins semble prouver la cohérence du dispositif. Avec des chiffres box-office mondial décevants, 154 millions de dollars pour un budget de 200 millions, la plateforme a quand même vu son niveau d'abonnement élevé, de 8,6 à 12,6 millions d'abonnés. Et c'est là que quelque chose me fascine et qu'on en revient à la question du début, comment qu'on fait pour regarder des films? Bah oui, c'est bien beau de pouvoir voir légalement ces films sur les plateformes comme Amazon ou Disney+, parce que c'est possible, mais nous en France on est dans la panade, parce que HBO Max ça sortira pas tout de suite. Ça sortira pas avant minimum 2022 à cause des questions de droit dues à Orange et OCS. Donc du coup, bah ça a été bien annoncé que ces films-là sortiraient bien en salle en France, ça y a pas de souci là-dessus. Mais disons que, bah, vu que les salles de cinéma, bah, ils ont pas prévu de revoir tout de suite. J'appelle Jeanne, faut que je lui raconte. Bref, t'as bien sûr la solution de télécharger illégalement ces films-là, comme beaucoup l'ont fait avec Wonder Woman 1984, dispo en 1080p sous-titré dans la journée lors de sa sortie. Sauf que moi, je l'ai pas fait. Bah, parce que oui, moi, ça me pose un problème épineux. Parce que oui, c'est quelque chose qu'on peut reprocher au téléchargement illégal de manière générale, de ne pas soutenir directement les films, et c'est vrai que c'est pénible. Mais sauf que là, on ne parle pas de films qui sont sortis il y a plusieurs mois ou il y a plusieurs années. Là, on parle de films qui sont des sorties actuelles, qui sortent pile du moment, qui sont pile quand les studios ont plus besoin du public. Aux États-Unis, la question se pose même pas. C'est soit t'as qu'à prendre un abonnement, ou soit tu vas au cinéma, si bien sûr c'est possible, mais soit t'as qu'à aller au cinéma pour soutenir le film de ton choix. Et en France, bah non, c'est pas trop possible étant donné que t'as pas accès à HBO Max et que les salles sont fermées. Donc, bah à part prendre un VPN, et encore, selon certaines sources, il faudra avoir un compte bancaire américain pour pouvoir avoir un abonnement. Donc t'as déjà ce problème en soi, mais en plus... C'est quoi cette génération qui veut profiter de voir des gros blockbusters sur son portable? Je veux dire, ça vaudra jamais une salle de cinéma. Ouais, mais ok, moi j'ai une bonne télé, j'ai des enceintes de ouf, et puis ensuite mon pote, bah il a un bon vidéoprojecteur. C'est de la pisse! C'est de la pisse, ça vaudra jamais une salle de cinéma. Alors ok, ouais, ça dépend peut-être de quelle salle tu vas, mais en même temps, faut choisir les bonnes aussi. Bien sûr, si t'as le choix, bien sûr aussi, désolé. Mais bon, ça vaudra jamais une salle de cinéma, parce que c'est immersif et ça décuple les sensations. Faut pas me dire que ça... Ça vaut pas le coup sur grand écran! Parce que ouais, il y a des putains de films qui vont sortir sur HBO Max en même temps. Je veux dire, entre le prochain Tom et Jerry de Team Story en live, ça peut être sympathique, je pense. Ça vaudra pas haut, mais ça sera mignon. Et au moins, on sait à quoi s'attendre. Et Space Jam 2 de Malcolm Daly, putain, bordel, 15 ans après le premier volet avec Michael Jordan, voilà que ça va être maintenant LeBron James qui va faire du basket avec les Looney Tunes. Je sais pas ce que ça va donner, mais bordel, je veux voir ce film! Il y a également la nouvelle adaptation du jeu vidéo Mortal Kombat de Simon McQuoid,
Est-ce que ça sera potable, une bonne surprise? Aucune idée, peut-être qu'on peut être surpris. Qu'est-ce que c'est que ce casque? Ça faut admettre. Ou soit dans les films plus modestes, il y a une affaire de détail de John Lee Hancock avec Denzel Washington, Jared Leto et Rami Malek, qui est un thriller d'enquête assez sombre sur l'obsession psychologique, et ça peut être génial comme film à ambiance, je pense. Il y a aussi Malignant, le prochain film d'horreur de Jess Wan, et c'est un très bon réalisateur qui suscite l'intérêt parce qu'il a vraiment cette manière de cadrer et d'amener les séquences d'horreur un peu à sa manière et de vraiment amener bien le suspense. Et il y a aussi d'autres films, mais ça manque quelque chose de plus gros. Oh bordel, c'était orgasmique! Putain, Dune, la nouvelle adaptation du livre de Frank Herbert, le réalisé par putain de Denis Villeneuve, le mec qui m'a mis une PLS cosmique avec Premier Contact et qui a fait une des meilleures suites avec Blade Runner 2049, dont on sent la même approche et la même esthétique visuelle. Villeneuve qui fait des films ambiance en utilisant avec intelligence les effets spéciaux numériques et les effets pratiques pour qu'on s'immerge plus facilement dans l'univers et qu'ils paraissent moins factices et plus réels. Tu vas me dire que tu veux découvrir ça sur ton portable? T'es sérieux, mon gars? Je suis désolé, mais quand on sait aussi que dans cette liste de films prévus sur HBO Max, bah il y a aussi prévu le nouveau Matrix, parce que oui, c'est vraiment prévu pour le coup, bah quand tu sais que ça va sortir dans les mêmes conditions, je suis désolé, mais c'est scandaleux. Bon, d'un côté, Matrix et Dune, ils sont prévus pour la fin de l'année, donc plus qu'à croiser les doigts pour qu'ils sortent dans de bonnes conditions et qu'ils fonctionnent bien malgré la sortie sur Internet. Mais ça pose quand même un vrai cas de conscience. Parce que, imaginons une situation, les salles sont encore fermées et HBO Max n'est pas encore arrivé en France. Du coup, on fait comment pour profiter de ces blockbusters, ces films, sans passer par le téléchargement? On attend, on commande les DVD ou Blu-ray lorsqu'ils sortiront, ou on fait appel à un sorcier vaudou pour que le Covid disparaisse d'un seul coup? Je vous jure, j'ai la sensation d'avoir le cul entre deux chaises et j'aime pas beaucoup trop ça. Et vous? Comment vous allez consommer ces films ambitieux qui ont besoin de nous, mais qui nous est difficile de soutenir étant donné le contexte et toutes les contraintes? Cette vidéo, elle a pour but de vous faire prendre conscience de ce qui s'est passé depuis le début de cette épidémie et de vous faire prendre conscience des décisions, bonnes ou mauvaises, ou morales ou non, qui ont été prises par les studios à l'heure actuelle. Le seul moyen de voir ou de découvrir des films, bah, c'est soit de prendre des DVD qui sont entassés dans nos étagères, j'en ai là aussi, ou soit de s'engouffrer dans les plateformes de streaming. Et effectivement, on peut tomber sur de bonnes choses, et ça je dis pas le contraire là-dessus, mais ça ne fait pas vivre ces lieux culturels ou commerces qui ont besoin de nous et qui perdent de leur argent et de leur santé au fur et à mesure des jours qui passent. Ne plus se rendre au cinéma ou au musée, au bar, au restaurant, au théâtre, etc., etc., c'est plus connaître autre chose que son canapé ou son lit. Il n'y a plus aucun échappatoire et ce sont des milliers de patrons et de patronnes et de personnes sans emploi. Finalement, que vous choisissiez le piratage ou d'attendre, ce qui va compter, c'est lorsque tout sera ouvert, c'est d'être là pour eux. À toutes ces personnes de lieux culturels qui se démènent avec passion et avec leur tripes pour nous faire changer d'air et d'esprit, même si ça dure qu'une parcelle de notre vie. Au fond, il faut choisir et comme soutenir au mieux ces films qui vont sortir. Parce que oui, c'est important. Et c'est pas un sondage miteux qui dit que les artistes ne font pas un vrai métier et que Mathieu Kassovitz dit lors de l'annonce du deuxième confinement que la culture, dont les salles de cinéma, ne sont pas essentielles parce qu'on a la télé et qu'on peut profiter de la culture autrement. C'est oublier tout ce que la culture veut dire et engendre comme métier et tout ce que ça apporte au niveau humain. Être au cinéma, c'est aller vers l'aventure et communier avec les autres spectateurs. Frissonner, rire, pleurer, s'énerver, s'émerveiller dans une salle obscure avec une centaine d'individus plongés dans le noir dans les meilleures conditions et profiter de la créativité de tous les artistes qui nous font rêver et qui peuvent changer nos vies sans qu'ils le sachent. Comme j'ai dit dans ma vidéo sur la vraie cinéphilie, en parlant des films, qu'il fallait de tout pour faire tourner la bobine au cinéma, il faut aussi des gens, devant et derrière, pour la faire tourner. Et que tout ça ait un sens. Cut! Perfect! Beautiful. Can you give me just one more? With pleasure.
Back to one. Okay, back to one, guys. Everybody, quiet, please. Back to one. Let's get ready to do this. It was good, yeah. Problem near the end, but otherwise we're good. Back in position, guys. Everybody. Answers, come on in, guys. And roll sound. Roll camera. Silence, please. And action.